Au moment où ma main l'a frôlé, il a disparu instantanément, comme une image qui se désintègre. En 6e, j'ai appelé ma mère pour lui dire que mon père allait nous ramener, ma petite sœur et moi, puisque mes parents étaient divorcés. Quand elle a décroché, j'ai simplement dit maman. Aussitôt, j'ai entendu sa voix se briser un peu. Elle a demandé mon prénom comme si elle avait du mal à y croire, puis elle m'a demandé si c'était vraiment moi. J'ai répondu que oui, un peu surprise par son ton paniqué. Je lui ai expliqué que j'étais chez mon père, que nous allions bientôt rentrer et que je voulais juste prévenir. J'ai dit que je l'aimais. Elle a demandé « Qui est ton papa ? Où es-tu ? Est-ce que tu vas bien ?» Ces questions n'avaient aucun sens pour moi. Tout était normal autour de moi, ma sœur jouait avec ses jouets, mon père cherchait ses clés, la télévision passait un dessin animé. Je lui ai répété que tout allait bien, que j'étais chez mon père et que je l'aimerais toujours. Elle m'a dit qu'elle m'aimait aussi, elle m'a demandé de rester en ligne, mais je n'avais aucune raison de continuer la conversation. J'ai raccroché sans comprendre ce qu'elle cherchait à savoir. Plus tard, mon père a reçu un appel de la police. Puis des agents sont venus. Je me souviens de leur uniforme, de leur regard qui semblait faire attention à chaque détail. Ils ont posé des questions, mon père a répondu calmement, mais je sentais pourtant une tension dans l'air, comme si tout pouvait basculer d'un moment à l'autre. Finalement, tout s'est expliqué. J'avais composé par erreur le numéro d'une femme dont la fille portait exactement le même prénom que moi. Sa propre fille avait disparu. Elle avait entendu ma voix, elle avait cru que c'était elle qui l'appelait. Et quand j'avais dit « Maman, je vais rentrer à la maison », elle y avait vu un dernier espoir, ou peut-être un dernier adieu. Je descendais l'allée en voiture il y a quelques années pour aller en ville. C'était une longue allée, parce que je vivais à la campagne, et elle était partagée entre plusieurs maisons. À mi-chemin, il y avait mes voisins, avec leurs petits-enfants, assis immobiles dans des petites voitures électriques pour enfants. Je leur ai fait un signe de la main et j'ai continué jusqu'à la route. Je suis sorti, puis j'ai immédiatement réalisé que j'avais oublié quelque chose à la maison, alors j'ai fait demi-tour pour remonter l'allée. D'une façon ou d'une autre, les voisins et les enfants avaient complètement disparu. Disparus, littéralement, au milieu de ce qui est essentiellement un champ, leur petite voiture en plastique comprise. J'étais tellement perplexe que j'ai arrêté la voiture et regardé autour de moi. Aucune idée de comment ils ont fait. La seule possibilité serait qu'ils aient traversé plus de 90 mètres jusqu'à leur maison, à toute vitesse, entraînant deux tout petits dans des voitures électriques dès que je les ai dépassés. Et même comme ça, je ne comprends pas, parce qu'ils ont été hors de ma vue pendant 30 secondes au maximum. Ma théorie, c'est que la simulation n'avait pas prévu que je fasse demi-tour et qu'elle les a fait disparaître pour économiser de la mémoire. Il y a environ 5 ans, j'avais 30 ans, j'ai fait un rêve très clair à propos d'une petite fille que je n'avais jamais vue auparavant. Pourtant, dans le rêve, je la connaissais. Nous marchions côte à côte comme si nous nous étions déjà promenés ensemble des centaines de fois. Elle m'a pris la main avec une confiance étrange pour une inconnue et m'a conduit jusqu'à un cimetière. Nous nous sommes arrêtés devant une pierre tombale. Il y avait un nom gravé dessus, un nom simple, mais je savais qu'il était important. La petite fille ne parlait pas, elle se contentait de me regarder comme si elle voulait que je comprenne quelque chose que seuls les rêves peuvent expliquer. Le lendemain, je suis allé chez mes parents. En discutant, ma mère m'a dit que la veille était l'anniversaire de la mort de ma cousine. Elle était morte bébé, dans son berceau, lorsqu'un incendie s'était déclaré dans sa chambre. J'étais moi-même un bébé à l'époque, trop jeune pour avoir retenu son prénom ou son visage. On ne parlait presque jamais d'elle. Ce n'était pas un sujet qu'on évoquait en famille. Alors j'ai raconté à ma mère le rêve, et surtout le nom que j'avais vu sur la tombe. Ma mère a blêmi avant de confirmer que c'était exactement le prénom de ma cousine. Je n'avais aucun moyen de le savoir. Même maintenant, je suis incapable de m'en souvenir.
Il m'échappe comme s'il m'avait été prêté juste pour ce rêve. Ce n'était pas la seule fois où j'ai rêvé d'un proche disparu. Quand ma grand-mère est morte, j'ai rêvé que je lui rendais visite. Elle vivait dans une maison lumineuse, propre, silencieuse, baignée de soleil. Il y avait une odeur de sucre chaud, de cannelle et de pâte qui cuit dans le four. Elle préparait des douceurs comme lorsqu'elle était vivante. Elle m'a dit qu'elle allait bien, qu'elle était heureuse, qu'il ne fallait plus s'inquiéter pour elle. Ses mains étaient douces, son sourire était exactement celui que j'avais gardé en mémoire, mais dans le rêve il semblait plus jeune, plus serein. Je me suis réveillé avec un sentiment de paix, comme si cette rencontre avait réellement eu lieu. Je me demande si ces rêves ne sont que des inventions de mon cerveau ou des souvenirs cachés qui remontent à la surface. Quand j'étais petit, ma famille rendait souvent visite à mes grands-parents. Ils avaient une grande maison et surtout une piscine dans le jardin, le trésor de tous les enfants. Ce jour-là, nous nagions pendant que nos parents prenaient leur repas sur la terrasse. Ils riaient, discutaient, sans trop se soucier de nous, parce qu'ils pensaient que nous étions sages et prudents. J'avais 8 ans et je me croyais invincible. Le genre d'âge où l'on pense que rien ne peut mal tourner. J'ai décidé d'aller dans le grand bain, là où je n'avais pas le droit d'aller. Personne ne me regardait. Mon cœur battait vite, comme si c'était une mission secrète. Je me suis laissé glisser jusqu'au fond, fier de moi, heureux de braver les règles. Je me suis accroupi au fond de l'eau et j'ai touché les carreaux lisses de la piscine. Au début tout allait bien. Je me sentais léger, presque calme. Puis d'un coup, j'ai eu envie de remonter. J'ai donné un coup de pied vers la surface, mais mes poumons ont commencé à brûler plus vite que prévu. La panique s'est installée, une de ces paniques silencieuses où l'on comprend que quelque chose ne va pas. Je me suis dit que j'avais besoin d'air maintenant. Pas dans une seconde, pas dans 2. Maintenant. Il me restait encore quelques dizaines de centimètres à parcourir. Et pourtant, par réflexe ou par désespoir, j'ai ouvert la bouche et j'ai inspiré. Je pensais sentir l'eau envahir ma gorge, je pensais tousser, me noyer, couler de nouveau. Mais il ne s'est rien passé. C'était comme si j'avais respiré de l'air, un air frais, léger, normal. Mon corps n'a pas protesté. Je n'ai pas toussé. Je n'ai pas étouffé. Une seconde plus tard, j'ai traversé la surface. J'ai pris une grande inspiration et j'ai attendu la douleur, les spasmes, quelque chose qui prouverait que ce que je venais de faire avait du sens. Pourtant il n'y avait rien. Pas la moindre goutte d'eau dans mes poumons, pas la moindre gêne. Je me suis accroché au bord de la piscine, un peu secoué mais vivant. Nous avions un petit restaurant il y a une dizaine d'années. Une bâtisse simple, des tables en bois et l'odeur du pain chaud qui flottait dans l'air. Un couple âgé venait presque tous les jours. Il s'asseyait près de la fenêtre, toujours les mêmes commandes, soupe et sandwich, et ils prenaient le temps de discuter avec nous. Ils étaient gentils, polis et très attachants. On avait fini par connaître leur histoire, leur famille, leurs habitudes. Un jour, la femme est entrée avec le visage défait. Ses yeux étaient rouges, elle tremblait en posant son sac sur la table. Elle nous a raconté que leur petit-fils avait fait une overdose. Il avait eu un AVC et les médecins n'étaient pas sûrs qu'il survivrait. Elle était en larmes, et nous avons fait ce que nous pouvions pour la réconforter. Nous lui avons apporté de l'eau, nous l'avons écoutée. Personne n'avait faim ce jour-là. L'homme posait sa main sur la sienne et essayait de la calmer. 20 minutes plus tard, la clochette de la porte d'entrée a sonné. Leur petit-fils est entré, en pleine forme, souriant, comme si rien ne lui était arrivé. Il a salué ses grands-parents, s'est installé, a demandé un sandwich et une boisson. Mon mari et moi avons échangé un regard silencieux. Nous ne comprenions pas. La femme le regardait, figée, puis elle s'est mise à discuter avec lui comme si tout était normal. Nous avons pensé à la confusion, à un malentendu, peut-être à un moment de trouble dû à son âge. Parfois elle disait des choses étranges, donc nous n'avons rien relevé. Une semaine plus tard, nous avons appris la nouvelle.
Leur petit-fils avait fait une overdose et un AVC. Il avait failli mourir. La description était exactement celle qu'elle avait donnée une semaine plus tôt. Les mêmes détails, la même histoire. Sauf que cette fois, c'était réel. Et cette fois, ils se trouvaient à l'hôpital. Nous n'avons jamais osé en parler avec eux. Personne ne l'a fait. Pourtant, mon mari et moi repensons encore à ce moment où la femme, effondrée, nous racontait cette scène qui n'avait pas encore eu lieu. Comme si elle avait déjà vécu la douleur avant que la réalité ne la rattrape. On appelle cela une prémonition, mais il est difficile d'y croire vraiment jusqu'à ce que quelqu'un raconte l'avenir devant vous, sans le vouloir, sans comprendre. Certaines choses restent gravées, même 10 ans plus tard. Quand j'avais 13 ans, j'avais un aquarium de 13 gallons posé sur une étagère fixée au mur de ma chambre. C'était un aquarium particulier, parce que c'est la dernière chose que j'avais faite avec mon père avant qu'il ne décède. Il m'avait acheté de petits requins à pointe rouge, parce qu'il savait que les requins étaient mes animaux préférés. On les avait installés ensemble, on avait mis le gravier, les plantes, les décorations et je me souviens de la fierté dans ses yeux en voyant l'aquarium fini. Peu de temps après sa mort, je me suis réveillé un matin et quelque chose n'allait pas. L'aquarium semblait vide. Mais pas seulement vide d'animaux. Il n'y avait pas une goutte d'eau. Le verre était sec comme si rien n'y avait jamais été. Le gravier au fond n'était même pas humide. Les plantes artificielles étaient sèches. Pas de flaques sur le meuble, pas une trace sur le sol, pas d'auréole sur le mur. On aurait juré que ce réservoir n'avait jamais vu d'eau. J'ai déplacé les rochers, les décorations, le gravier, tout ce qu'il y avait au fond. Rien. Aucun signe que de l'eau y avait existé. Pourtant, je savais comment un aquarium sèche. Je l'avais nettoyé plusieurs fois et il fallait des jours entiers pour que l'intérieur soit complètement sec. Là, tout était parfaitement sec, comme si l'aquarium avait été installé vide depuis toujours. Les poissons étaient morts, bien sûr, mais même leur corps n'avait pas l'air d'être resté dans l'eau. Aucun résidu, aucune odeur, rien. C'était comme si l'eau s'était volatilisée. J'ai cherché une explication logique. Une fuite énorme aurait laissé des traces, des dégâts, quelque chose. Un siphon, une cassure, une absorption miraculeuse par le mur ou le sol, tout aurait dû laisser une marque. Mais il n'y avait absolument rien. Même ma famille n'a jamais su quoi en penser. Cela est arrivé à mes sœurs et moi. Nous faisions des courses à Target avant le week-end d'enterrement de vie de jeune fille de ma sœur du milieu qui se déroulait à 40 minutes de là. Le Target où nous sommes allés se trouvait dans un centre commercial en plein air. Nous avons rangé les achats dans la voiture et décidé d'aller chez Nordstrom pour regarder du maquillage. Quand nous sommes revenus à la voiture, nous n'avons plus trouvé les clés dans le sac de ma grande sœur. Ce n'était même pas vraiment un sac, plutôt une petite pochette avec 3 compartiments. Elle a tout vidé et tout remis. J'ai fait la même chose. Ma sœur du milieu et ma belle-sœur aussi. Nous avons regardé autour de la voiture, autour de Target et chez Nordstrom, mais il n'y avait aucune trace des clés. Ma sœur du milieu, qui commençait à paniquer parce que nous étions déjà en retard, a pris un Uber pour aller chercher sa voiture chez elle. Pendant ce temps, un technicien est venu pour fabriquer une copie de la clé grâce à la serrure afin que nous puissions au moins récupérer nos affaires. Mon beau-frère est venu pour ramener la voiture une fois la clé de secours faite et nous sommes partis avec la voiture de ma sœur du milieu. Après le week-end, une fois toutes rentrées à la maison, ma grande sœur nous appelle et dit que la clé était dans sa pochette depuis le début. Je n'y croyais pas, parce que nous avions toutes vérifié son sac. Elle était en train de transférer ses affaires dans son sac plus grand et elle s'est arrêtée net. Elle a pris une photo et nous a appelés. Pour nous, c'était clairement un bug dans la réalité. Dans notre famille, on se dit que tout arrive pour une raison et qu'il y avait peut-être une raison pour laquelle nous n'étions pas censés prendre la route à ce moment-là. Peut-être que nous aurions eu un accident, qui sait. C'est quelque chose que les 4 personnes présentes ce jour-là n'ont jamais réussi à expliquer.
Quand ma mère m'a appelé pour me dire que mon grand-père était mort, j'ai cru qu'elle avait dit que c'était papa. Papa, c'est le surnom que j'ai toujours utilisé pour mon père, alors je me suis effondré. Je n'arrivais même plus à respirer, les larmes sortaient comme si elles avaient été retenues depuis des années. Je voyais déjà sa chaise vide, sa voix qui disparaissait, sa façon de rire qui ne reviendrait jamais. Puis j'ai compris qu'en réalité elle parlait de mon grand-père. J'ai eu tellement honte que je n'ai rien osé dire. Plus tard, j'ai appelé mon père et je lui ai avoué ce qui s'était passé. Il a rigolé, un rire franc, presque trop normal pour la gravité du moment, comme si la mort s'annonçait encore très loin pour lui. 3 semaines plus tard, mon père est mort pour de vrai. Tout s'est écroulé une deuxième fois, sauf que cette fois personne n'a corrigé l'information. Une partie de moi a eu l'impression que le malentendu du premier appel était une sorte d'avertissement, quelque chose que l'univers m'avait laissé entendre en avance, pour que je ressente déjà ce que ce serait. Depuis, j'ai l'impression d'avoir perdu mon père 2 fois. Une première dans ma tête, une seconde dans la réalité. Je me surprends parfois à attendre qu'on m'appelle pour me dire qu'il y a eu une erreur, que c'était quelqu'un d'autre, que tout peut redevenir normal. Je suis policier. Une nuit, il y a eu une explosion de gaz dans un appartement d'un immeuble, alors on a dû évacuer tout le monde et tenir le secteur pour surveiller les lieux. Beaucoup de portes étaient restées ouvertes, les gens étaient partis en panique. Il faisait froid et on devait rester toute la nuit. Un vieux monsieur vivant dans l'un des appartements a proposé qu'on utilise son salon pour se réchauffer et se reposer un peu. L'endroit était silencieux, seulement éclairé par une petite lampe posée au sol. J'étais épuisé. Je me suis assis contre un mur et sans m'en rendre compte, je me suis endormi. Environ 40 minutes plus tard, je reçois un appel de mon partenaire. Je décroche, il me dit de quitter le bâtiment immédiatement parce que le gaz recommence à fuir. Sa voix est nette, pressée, sérieuse. Je me lève d'un bond. Je prends mon sac, mon gilet, mes clés, tout ce qui traînait à côté de moi et je sors aussi vite que je peux. Dehors, je vois les autres agents en train de me chercher. Je ne comprends pas. Mon collègue court jusqu'à moi, paniqué, et me demande où j'étais passé. Je lui réponds que je dormais à l'intérieur et qu'il m'a appelé pour me prévenir. Il me dit qu'il n'a jamais réussi à me joindre, qu'il n'a fait que tenter de m'appeler et que je n'ai jamais décroché. Je sors mon téléphone pour lui montrer l'appel. Sur l'écran, il n'y a aucune trace d'un appel reçu ou répondu. Juste des appels manqués. Une dizaine. Des collègues, des numéros de service, même l'officier commandant. Pourtant je me souviens parfaitement de la conversation, de la voix, des mots. J'ai décroché, j'ai répondu, j'ai entendu les instructions. Et sans cet appel, je serais probablement resté à l'intérieur à dormir, dans une pièce pleine de gaz. Je n'ai pas d'explication. Était-ce un rêve, alors que je tenais mon téléphone dans la main, comme si mon cerveau avait inventé le son, la vibration, la conversation pour me réveiller au bon moment? Ou est-ce que quelque chose d'autre, quelque chose qui voulait que je sorte, m'a fait croire que j'avais décroché? Je marchais dehors vers 2 heures du matin. J'avais mon téléphone dans la main, de la musique dans les oreilles, et mon esprit était complètement ailleurs. La rue était vide et silencieuse, je ne faisais plus vraiment attention à ce qui m'entourait. Je me dirigeais vers un passage piéton. J'ai levé les yeux une seconde pour jeter un coup d'œil à la route. J'ai mal regardé, du mauvais côté, et je n'ai pas vérifié si le feu était réellement rouge ou vert. Je me suis engagé sur la chaussée sans réfléchir. En plein milieu de la route, un bruit a traversé mes écouteurs. Un coup de klaxon. J'ai levé la tête et les phares d'une voiture étaient à quelques centimètres de mes jambes. Les lumières blanches et aveuglantes m'ont pris de plein fouet. Je n'ai même pas eu le temps d'avoir peur. Je me suis crispé, prêt à être projeté sur le bitume. Une fraction de seconde plus tard, quelque chose a changé. Je n'ai pas senti le choc. Mon corps s'est dérobé comme si je venais de faire un faux pas. Quand j'ai ouvert les yeux, je n'étais plus au milieu de la route. J'étais 10 pieds plus loin,
debout sur le trottoir, vacillant comme si je venais d'être tiré hors du danger. La musique avait continué et la chanson n'était plus la même. Le feu pour les voitures était vert. Il n'y avait plus qu'un véhicule qui s'éloignait, ses feux rouges disparaissant au bout de la rue. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait se déchirer. Je me suis assis sur un banc. Mes mains tremblaient. Je ne comprenais pas ce qui venait de se produire. Je savais ce que j'avais vu. Ce n'était pas un simple frôlement. C'était le genre de moment où l'on sent que tout se termine. Et pourtant, j'étais vivant. Sans une égratignure, comme si l'accident n'avait jamais eu lieu. Lorsque je suis rentré chez moi, je n'arrivais pas à dormir. J'ai cherché sur Internet ce qui avait pu m'arriver et je suis tombé sur un concept étrange que certaines personnes théorisent. La survie quantique. L'idée que si tu meurs dans un univers, ta conscience continue dans un autre, celui où tu échappes à la mort. Je ne savais pas si ce concept me faisait du bien ou si cela me détruisait encore plus. C'était l'été. Je vivais chez ma grand-mère à cette époque. Mon frère était venu passer la saison avec nous. J'étais à l'université et chaque journée ressemblait à des vacances improvisées. Ce jour-là, nous avions passé tout l'après-midi à la piscine municipale avec nos cousins. En fin de journée, nous avions décidé de sortir avec des amis. Rien d'extraordinaire. Juste une soirée d'été comme tant d'autres. Sur le chemin du retour, nous avons déposé nos cousins chez eux. Nos grands-parents étaient là aussi, en train de discuter au salon. Nous sommes entrés 5 minutes, puis nous avons annoncé que nous rentrions nous changer avant de sortir. Ils ont répondu qu'ils rentreraient à la maison dans peu de temps. Rien d'inhabituel. Mon frère et moi sommes arrivés chez notre grand-mère. Nos chambres se trouvaient au sous-sol, séparées par une petite salle de bain. Mon frère est parti se doucher. Je l'entendais parler en chantant sous l'eau. Quand il est sorti, il s'est préparé pendant que je me dirigeais vers la salle de bain. C'est à ce moment que ça a commencé. Les chiens, à l'étage, se sont mis à aboyer comme s'ils entendaient quelqu'un. Nous avons entendu le bruit du garage qui s'ouvrait, puis la porte donnant sur la maison claquer. Des voix, des pas, des bruits de sacs, exactement les sons que nos grands-parents faisaient en rentrant. Mon frère a levé les yeux, un peu surpris, et il a dit qu'il allait monter pour les rejoindre. Il est parti dans l'escalier. Une dizaine de secondes plus tard, il est redescendu plus vite qu'il n'était monté. Son visage était étrange, tendu, comme si quelque chose n'allait pas. Il m'a dit qu'il n'y avait personne. Le garage était vide. Le couloir était vide. Les chiens étaient couchés tranquillement. Personne dans la cuisine, personne dans le salon. La maison était complètement silencieuse. Je pensais qu'il se moquait de moi, jusqu'à ce que nous entendions exactement les mêmes bruits une seconde fois. Les aboiements. La porte du garage. Les pas. Les voix. Aucun doute possible, c'étaient les mêmes sons, dans le même ordre, comme un enregistrement qui se rejoue. Cette fois, nous sommes montés ensemble. Et là, nos grands-parents étaient bien dans le salon, en train de retirer leurs chaussures et ranger leurs courses. Ils riaient, tout se passait comme si nous venions seulement de les entendre rentrer. Mon frère et moi nous sommes regardés, incapables de comprendre. Nous avions clairement entendu leur arrivée quelques minutes avant qu'elle ne se produise réellement. Ce n'est peut-être pas aussi terrifiant que d'autres histoires, mais elle a quand même quelque chose de perturbant. J'étais chez Burger King et je jouais dans leur petit aire de jeu, le genre avec des tunnels en plastique, des escaliers et des toboggans. Je me souviens très clairement être dans un tunnel circulaire. J'ai tourné à l'intérieur plusieurs fois, 4 ou 5 tours, jusqu'au moment où je me suis arrêté et où une pensée m'a traversé l'esprit. Pourquoi je tourne en rond ? Ce tunnel n'était pas censé tourner comme ça. Alors j'ai continué à avancer en faisant plus attention, et j'ai réalisé que le tunnel ne tournait pas. Il montait. Il avait toujours mené vers le haut. Pourtant, quelques instants plus tôt, j'étais coincé dans une boucle,
comme si j'étais revenu au même endroit encore et encore. Il y avait ce sentiment étrange que quelque chose avait changé sans raison. J'ai voulu vérifier. Je suis revenu au point de départ, j'ai retraversé le tunnel, chaque centimètre, en me concentrant sur les virages. Et pourtant, une fois de plus, je suis sorti tout en haut. La boucle n'existait plus. La sortie était là, évidente, comme si le tunnel n'avait jamais été circulaire. J'avais 9 ans, mais je me souviens avoir senti un frisson dans le dos. Ce n'était pas juste une impression d'être perdu. C'était comme si l'endroit lui-même avait changé. Je me suis demandé si j'avais imaginé les tours, si j'étais simplement redescendu sans m'en rendre compte et que je m'étais remis à l'entrée. Ou si mon esprit s'était emmêlé. Mais dans ma tête de gamin, c'était beaucoup plus mystérieux. J'avais l'impression d'être sorti d'une sorte de petit cercle temporel, comme si quelque chose m'avait tourné en rond juste assez longtemps pour que je ne comprenne plus où j'étais. Mon père était à l'hôpital pour une opération et il devait y passer la nuit. Je pensais à lui, je me demandais si tout allait bien, puis au moment où je commençais enfin à sombrer, j'ai entendu des bruits de pas dans le couloir. Des bruits familiers, bien plus lourds que ceux de n'importe qui d'autre chez nous. C'était exactement sa façon de marcher. Au début, je me suis dit que j'imaginais des choses à cause du stress. Mais les pas continuaient, lents, un peu traînants, comme s'il cherchait quelque chose ou qu'il ne savait pas où il allait. Ma curiosité a été plus forte que la peur, alors je suis sorti de ma chambre pour vérifier. Et je l'ai vu. Mon père. Dans le couloir, à l'intérieur de la maison, portant les mêmes vêtements qu'il avait avant de partir à l'hôpital. Il marchait comme s'il venait de se réveiller, avec une expression perdue sur le visage. Je lui ai demandé pourquoi il n'était pas à l'hôpital. Il m'a regardé, un peu confus, et a répondu « Je ne sais pas. Je me suis endormi là-bas et maintenant je suis ici. » Puis il a simplement continué à avancer, sans paniquer, sans poser de questions. Il est allé jusqu'à la porte d'entrée et il est sorti. Ce moment a été encore plus étrange que sa présence dans la maison, parce que tout avait l'air normal, mais quelque chose en moi savait que rien ne l'était. Je n'ai pas osé le suivre. Je suis resté là, paralysé, à regarder la porte se refermer doucement comme si rien ne s'était passé. Le lendemain, je suis allé le voir à l'hôpital. Il était dans son lit, relié à des machines, exactement où il était censé être. Il avait l'air fatigué, mais lucide. On a parlé, et je lui ai demandé s'il se souvenait de quelque chose. Il m'a raconté qu'il avait fait un rêve étrange. Dans ce rêve, il était à la maison, mais personne ne semblait le voir. Personne sauf moi. Il a dit qu'il m'avait aperçu dans le couloir, debout, les yeux grands ouverts. Il m'a parlé dans son rêve, et j'ai répondu. Pour lui c'était un rêve. Pour moi, c'était la réalité. J'ai fait ce rêve quand j'étais très jeune. Certains détails sont un peu embellis pour le raconter, mais l'essentiel du rêve est exactement le même. Je marchais dans mon quartier quand la mère de mon meilleur ami est arrivée en courant vers moi. Ce qui était étrange, c'est qu'elle ne portait pas de vêtements de sport. Elle portait une robe blanche très simple. Un motif bleu était brodé sur l'ourlet, le col et les manches. C'est l'un des rares détails dont je me souviens parfaitement. Elle a couru près de moi, m'a dit bonjour et a continué sa route. Je me suis remis à marcher. Mon quartier semblait normal, à part des travaux au centre. Mais au lieu de construire quelque chose vers le haut, il creusait vers le bas. Un trou immense, presque 1 kilomètre de profondeur. Au fond, il y avait des corps démembrés et brisés, des gens qui étaient tombés dedans. Leurs membres étaient tordus dans des positions impossibles. Certains visages pâles et vides me semblaient familiers. Mon grand-père, une tante et même mon chien. D'autres corps étaient tellement mutilés que je ne pouvais pas les reconnaître. Ce ne sont pas les corps qui m'ont le plus choqué. Ce qui m'a glacé, c'est que tous portaient une robe blanche. La même robe que la mère de mon ami. En réalisant cela, j'ai été pris de panique et j'ai essayé de la retrouver.
Je ne me souviens plus de ce qui s'est passé pendant cette recherche. La dernière chose dont je me souviens, c'est que je l'ai trouvé. Suspendu à une corde, à mi-chemin dans le trou, se balançant doucement comme poussé par un vent invisible. J'avais 9 ans la première fois que j'ai fait ce rêve. Ce rêve revenait souvent. Chaque fois avec de petits changements. Parfois, les gens en robe blanche étaient des extraterrestres métamorphes. Mais la fin était toujours la même. La mère de mon ami, pendue. Au début, c'était rare, puis c'est arrivé de plus en plus souvent. Quelques mois plus tard, alors que j'avais 10 ans, la mère de mon ami s'est pendue au ventilateur de son appartement. Mon ami est parti vivre ailleurs après cela. Les gens que je reconnaissais au fond du trou sont aussi morts par la suite. Mon chien, mon grand-père, ma tante. Je me dis que le moi de 9 ans avait peut-être remarqué sans le savoir des signes de dépression chez elle et que mon cerveau les a transformés en rêves. Ou peut-être que c'était autre chose. J'ai fait un rêve étrange. Un ancien ami, quelqu'un dont je n'avais plus de nouvelles depuis presque 2 ans, mourait. Dans le rêve, j'assistais à son enterrement. Je me souvenais de la scène avec une clarté anormale. Le cercueil descendu dans la terre, les chuchotements des gens, sa famille debout au premier rang, le ciel couvert. Rien n'était flou ou confus comme dans un rêve ordinaire. C'était trop précis, trop réel. Quand je me suis réveillé, j'ai ouvert les yeux avec cette sensation que quelque chose n'allait pas. Je me suis assis sur mon lit et je me suis dit que c'était juste une coïncidence. Un souvenir perdu, un visage que mon cerveau avait ressorti au hasard. Mais une inquiétude persistait dans mon ventre. J'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert Facebook pour vérifier ce qu'il devenait, un peu par curiosité, un peu pour me rassurer. Son profil était plein de messages d'inconnus. Beaucoup demandaient où il se trouvait. Certains laissaient des mots d'encouragement à sa famille. Je ne comprenais pas. J'ai cherché un article, une publication officielle, quelque chose qui explique la situation. C'est là que j'ai compris qu'il avait disparu quelques jours avant mon rêve. Personne ne savait où il était. Il avait été vu pour la dernière fois en quittant son travail et n'était jamais rentré chez lui. Cette découverte m'a glacé. Je me suis répété que ce n'était qu'une coïncidence, que mon rêve n'avait rien à voir avec ce qui se passait. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Pendant plus d'1 an, son sort est resté un mystère. Puis son corps a été retrouvé dans un endroit isolé, loin de chez lui. La nouvelle a circulé sur les réseaux sociaux, et son profil s'est rempli de condoléances. Parfois quand je rêve et que j'ouvre les yeux, je me réveille, mais je sais immédiatement que quelque chose ne va pas. Je sens que c'est toujours un rêve, je le sais sans aucune explication logique, pourtant je n'arrive pas à me réveiller vraiment. Plus j'essaie d'ouvrir les yeux, plus j'essaie de forcer mon esprit à remonter à la surface, plus tout devient oppressant. Rien ne change dans la pièce, mais tout devient plus sombre, comme si une sorte d'ombre silencieuse se refermait sur moi à mesure que je lutte. Je sais que ce n'est pas ma vraie chambre uniquement grâce à des petits détails. Parfois mon mur est trop blanc, tellement blanc qu'il a l'air irréel. Parfois le sapin de Noël dans ma chambre est allumé alors qu'il est censé être éteint. Ne me demande pas pourquoi j'ai un sapin dans ma chambre et pas dans le salon, c'est une longue histoire. Ces rêves durent à peine 1 ou 2 minutes, mais ils donnent l'impression de s'étirer. J'essaie d'ouvrir les yeux, je sens mes paupières bouger, puis je retombe dans ce faux sommeil sans pouvoir m'en empêcher. Je suis assez consciente pour repérer les différences entre la vraie pièce et la fausse, alors je sais quand je suis encore coincé dans le rêve. C'est comme essayer de sortir d'une eau épaisse qui te tire vers le fond. Des fois je me demande si la première chambre est fausse, puis la seconde aussi, et que ce n'est qu'au 3e réveil que j'atteins vraiment le monde réel. C'est effrayant, même si ça ne dure que quelques minutes. Ce sont les rêves qui ressemblent le plus à la réalité et c'est ça qui les rend terrifiants, parce qu'on ne sait jamais vraiment quand on a enfin réussi à revenir. Même si cela peut sembler banal raconté aujourd'hui,
je peux assurer que ce que j'ai vécu était réellement inquiétant. J'avais 8 ans et j'aidais ma mère à travailler dans le jardin. Nous faisions les plantations de printemps autour de la maison. Le soleil chauffait la terre, les sacs de terreau étaient ouverts, et ma mère me demandait de lui apporter les petits plants sans les abîmer. À un moment, j'ai dû rentrer pour aller aux toilettes. Pour y accéder, je devais traverser le salon. Je suis entré depuis la cuisine, encore couvert de terre. J'ai levé les yeux et j'ai vu quelqu'un assis sur le canapé, de l'autre côté de la pièce. C'était ma sœur. Elle portait son uniforme d'école, sa jupe plissée et son chemisier, exactement comme lorsqu'elle partait en cours. Elle regardait dans ma direction mais ses yeux ne semblaient pas me voir. Elle ne parlait pas. Elle ne bougeait pas. Elle était juste assise, parfaitement immobile. Rien de spectaculaire en apparence, juste ma sœur qui m'attend sur le canapé. Sauf qu'elle n'était pas censée être là. Ma sœur était à plusieurs centaines de kilomètres dans son internat. Elle n'était pas en train de nous aider à planter des fleurs. Elle n'était pas assise dans le salon. Et pourtant, je la voyais comme si elle existait vraiment, comme si j'avais pu tendre la main et toucher sa manche. Mon cœur s'est serré d'un coup. Je n'ai même pas crié. J'ai juste senti une énorme vague de panique traverser mon petit corps d'enfant. Je me suis retourné sans dire un mot et je me suis enfermé dans les toilettes. Je suis resté là, assis sur le carrelage froid, à attendre que l'image disparaisse toute seule. Je comptais les secondes, j'essayais d'écouter si quelqu'un bougeait dans la maison, mais il n'y avait que le silence. Après un long moment, j'ai fini par me convaincre de ressortir. J'ai ouvert la porte très lentement, comme si quelque chose pouvait m'attendre juste derrière. Le salon était vide. Le canapé était vide. Tout avait l'air parfaitement normal. J'ai rejoint ma mère et je n'ai rien dit, parce que je savais que personne ne me croirait. Quand j'avais 10 ou 11 ans, je me suis réveillé avec un souvenir incroyablement clair. J'étais en train de boire à une fontaine d'eau dans un endroit que je n'avais jamais vu de ma vie. Ce lieu ne ressemblait à rien de familier. Ni une école, ni un parc, ni un bâtiment de ma ville. Pourtant, au moment où je buvais à cette fontaine, dans ce souvenir, tout me semblait normal, naturel, comme si j'avais toujours connu cet endroit. C'était à la fois étranger et étrangement familier. Ce qui m'a vraiment marqué, ce n'est pas juste l'image de la fontaine. C'était la sensation. J'avais l'impression que ma vie commençait exactement à cet instant. Comme si tout ce qui existait avant n'était qu'un décor posé derrière moi, une histoire inventée pour me donner une identité. Les souvenirs de mon enfance, mes parents, mes amis, tout semblait moins réel que cette fontaine inconnue dans un lieu sans nom. En me réveillant, j'étais convaincu d'avoir vécu quelque chose d'important, même si je n'aurais jamais su dire quoi. J'avais la sensation d'avoir été déplacé, comme si une autre version de moi avait existé avant et que celle qui s'était réveillée dans mon lit était nouvelle, fraîche, à peine installée dans mon corps. Pendant quelques heures, tout avait l'air un peu artificiel. Les objets semblaient trop propres, trop bien placés, comme s'ils avaient été déposés pour que je m'y retrouve. Puis, au fil du temps, la sensation s'est estompée. J'ai continué ma journée, j'ai joué, mangé, parlé, comme d'habitude. Le souvenir est resté, mais il s'est rangé dans un coin de ma tête, comme un rêve un peu trop réel pour être un simple rêve. Pendant des années je n'y ai pas repensé. C'est seulement maintenant, en y réfléchissant, que je réalise à quel point ce moment était étrange. C'était comme si j'avais ouvert les yeux dans un monde où j'étais déjà censé exister, où mon histoire m'avait été donnée toute faite. Ce souvenir ne correspond à aucun lieu réel, à aucune période de ma vie, et pourtant il est encore précis dans ma mémoire. Est-ce que d'autres ont déjà fait de longs rêves réalistes où l'on sait que l'on se trouve dans un futur un peu lointain? Il y a quelques années, j'ai fait un rêve comme ça. Je ne sais pas exactement quelle année c'était censé représenter, mais je dirais peut-être les années 2030 ou 2040. Je savais que j'étais d'âge mûr. J'avais l'impression d'être là pour une journée entière, en temps réel, sauf que je savais que j'étais seulement de passage.
Rien n'avait de conséquence pour moi et je pouvais me promener librement. À un moment, on m'a invité dans l'appartement de quelqu'un. Je regardais autour de moi en me disant, d'accord, donc voilà à quoi ressembleront les tendances du futur, il faut que je m'en souvienne. Je me suis retrouvé à examiner un panneau de contrôle centralisé, très technologique, pour gérer tout ce qui concernait la maison connectée. Malheureusement, je n'ai vu aucune voiture. Dans la ville, il y avait une sorte de système d'enregistrement obligatoire de la population, avec des tentes et des stands installés devant plusieurs magasins. Les personnes qui s'en occupaient me menaçaient parce que je n'avais pas cette nouvelle carte d'identité, mais je savais que je n'étais pas vraiment là et que je pouvais ignorer leurs menaces sans risque. Je suis resté si longtemps dans ce rêve que je me suis habitué à ce nouvel environnement du futur. Alors quand je me suis réveillé dans mon propre lit, dans la vraie vie, j'ai eu l'impression d'être revenu dans le passé, et j'ai été soulagé. Je me demande si dans 10 ou 15 ans je vais vivre un énorme déjà-vu. J'ai aujourd'hui la trentaine, mais j'avais 27 ans quand tout cela s'est produit. J'avais perdu mon travail, je vivais dans un appartement minable avec ma petite amie et l'ambiance n'était déjà pas brillante. On essayait de garder le moral, de regarder des films, de se changer les idées. C'est dans cette période que les choses ont commencé à devenir bizarres. Un soir, nous regardions la télévision. Les sous-titres étaient activés. Rien de spécial au début. Puis je me suis rendu compte que certaines phrases n'avaient aucun rapport avec ce que les personnages disaient. Elles semblaient répondre à ce que j'avais raconté plus tôt dans la journée. Au début, j'ai cru à un bug, une erreur de transmission. J'ai regardé ma petite amie et elle fixait l'écran avec la même expression d'incompréhension. Plus le temps passait, plus les sous-titres devenaient étranges. Je me suis mis à parler à voix haute, juste pour voir. Le personnage à l'écran s'est tourné comme s'il m'entendait. Les sous-titres affichaient des réponses à mes propres phrases. Je posais une question qui n'avait rien à voir avec le film, et les mots s'affichaient au bas de l'écran. Des phrases courtes, directes, parfois moqueuses. Nous avons paniqué. Nous avons fouillé l'appartement en cherchant une caméra cachée, un micro, quelque chose qui aurait pu expliquer ce phénomène. J'ai regardé derrière la télévision, sous les meubles, dans les prises électriques. À un moment, les sous-titres ont affiché une phrase qui m'a glacé le sang. Ils disaient que je cherchais vraiment une caméra derrière l'écran. Comme si quelqu'un nous observait et commentait nos actions en direct. Nous n'avons rien trouvé. Pas le moindre appareil. Pas la moindre explication logique. Ma petite amie a vu tout ce que je voyais. Elle posait aussi des questions à haute voix. Les réponses apparaissaient, parfois presque instantanément. Ce n'était pas un délire. Pas une hallucination. Pas quelque chose que j'étais seul à vivre. Nous étions deux. Au bout de quelques jours, nous n'en pouvions plus. Nous avons déménagé. À la minute où nous avons quitté cet appartement, tout a cessé. Plus de voix, plus de réponses, plus de sous-titres qui réagissaient à nos paroles. Nous avons acheté une nouvelle télévision, dans un nouveau logement, et plus rien de semblable n'est jamais arrivé. Je connaissais parfaitement la routine et les habitudes de ma colocataire. Ses pas sur l'allée, la manière dont elle parlait au chien avant même d'ouvrir la porte, le bruit de ses clés qu'elle faisait tourner entre ses doigts. Un jour, j'étais assis sur le canapé et j'ai entendu exactement tout ça. Les pas qui approchent de la maison, les clés qui s'entrechoquent, la voix douce qu'elle utilise quand elle salue le chien. J'attendais qu'elle entre dans le salon. Rien ne s'est passé. La porte est restée fermée. Le chien, pourtant, s'était levé comme s'il l'avait entendu lui aussi. J'ai cru que j'avais imaginé la scène, alors j'ai laissé tomber. Quelques minutes plus tard, son petit ami arrive. Je lui dis que j'étais certain d'avoir entendu ma coloc rentrer, mais qu'elle n'était jamais entrée. Il se met à rire et me dit que j'ai trop fumé. Il n'avait pas complètement tort, donc j'ai encore une fois haussé les épaules. 5 minutes plus tard, on entend une voiture qui roule très vite dans la rue, juste devant chez nous. Les pneus crissent, puis un bruit violent, comme un choc terrible.
Nous avons bondi dehors en même temps. On s'attendait à voir une épave, des phares brisés ou au moins des gens qui crient. Mais la rue était vide. Les voitures roulaient normalement. Aucune trace d'accident. Aucun bruit. Rien. Il n'y avait même pas un conducteur surpris ou un voisin affolé. Je pouvais encore sentir mon cœur battre pendant que je regardais autour de moi. Son petit ami n'avait rien consommé, pourtant il avait entendu exactement la même chose que moi. On est rentré en essayant de ne pas trop y penser. Lorsque ma colocataire est finalement arrivée, elle nous a regardés comme si on était tous les deux complètement défoncés, mais je n'ai pas rêvé. Je l'avais entendu rentrer. Et lui avait entendu la voiture se cracher. J'avais des rêves vraiment très vifs. Chaque rêve reprenait exactement là où celui de la nuit précédente s'était arrêté. Ils étaient tellement réels que j'en ai parlé à mes parents. J'aurais aimé les écrire dans un journal de rêves et les dater. Quelques semaines plus tard, j'étais à un concert et j'ai commencé à avoir une impression de déjà-vu. C'étaient mes rêves en train de se dérouler devant mes yeux. Je me suis tourné vers mon ami et j'ai dit que j'étais déjà venu ici. Je lui ai expliqué que dans 5 à 10 minutes, une fille blonde allait passer près de nous en pleurant parce qu'elle avait perdu ses amis dans la foule. Je la calmerais, elle resterait un moment avec nous, puis elle repartirait une fois rassurée. 5 minutes plus tard, exactement la même chose s'est produite. Elle était identique à la fille de mes rêves. Les mots que j'ai prononcés étaient ceux que j'avais déjà dit dans mes rêves. Elle est restée quelques minutes, elle s'est calmée, puis elle a disparu dans la foule. Après cela, mon ami, qui avait assisté à toute la scène, était tellement troublé qu'il m'a demandé de quitter le concert plus tôt. Je fais encore des rêves qui me donnent des sensations de déjà-vu tous les quelques jours, mais je n'ai plus réussi à prédire quoi que ce soit. Je ne suis pas sûr de croire à des pouvoirs particuliers, mais cet événement a complètement changé ma manière de voir la vie. Je pense qu'il y a un bug dans mon programme de rêve qui me permet de voir le futur. Je rentrais chez moi en train, un après-midi ordinaire. Un vieux monsieur était assis une rangée devant moi. Au bout d'un moment, il s'est tourné vers moi et m'a demandé comment se rendre à l'hôpital. Je lui ai expliqué quel arrêt il devait prendre et il m'a remercié poliment. Quand son arrêt est arrivé, il s'est levé lentement, tenant son manteau d'une main et sa canne de l'autre. Juste avant de sortir, il s'est retourné et m'a fixé un instant. « Merci, je te verrai plus tard. » Je lui ai répondu que ce n'était rien, mais il a répété la même phrase, avec une voix un peu plus grave. « Je te verrai plus tard. » Ses yeux ne lâchaient pas les miens. Pour éviter de rendre la situation bizarre, j'ai répondu en plaisantant, « À plus tard », et il est descendu du train en clopinant. Je me suis dit que c'était un homme âgé un peu excentrique, rien de plus. Pourtant, dans un coin de ma tête, quelque chose m'a mis mal à l'aise. Il semblait trop sûr de lui lorsqu'il avait dit ça. Comme s'il savait quelque chose que moi je ne savais pas. Quand je suis arrivé à la gare routière, j'ai attendu mon bus, j'ai monté les marches et je me suis installé près d'une fenêtre. À peine 5 minutes plus tard, j'ai entendu une voix derrière moi. Une voix étouffée, mais la même intonation, la même façon de parler. J'ai tourné la tête vers la vitre et j'ai failli lâcher mon téléphone. Le vieux monsieur était là, debout à l'arrêt de bus, immobile, exactement comme s'il m'attendait. Les mêmes vêtements, le même chapeau, la même canne. Pourtant il n'y avait aucune logique. Avec sa démarche lente, il n'aurait jamais pu arriver si vite. Et surtout, aucun bus autour de l'hôpital ne se rendait à cette station. La seule manière de venir ici était le train, et le mien venait à peine d'arriver. Il n'aurait jamais pu courir jusque-là. Pas avec ses jambes, pas avec sa canne. J'avais un très bon ami au lycée et pendant quelques années après. On jouait au football ensemble, on s'entraînait ensemble et on a même travaillé au même endroit pendant un temps. On a fini par perdre contact quand il a commencé à se mêler à la drogue et à d'autres choses qui ne m'intéressaient pas. Environ 3 ans plus tard, j'ai fait un rêve. J'étais de nouveau dans la salle de musculation du lycée, en train de m'entraîner, et mon ami était là.
Je lui ai dit bonjour et on discutait, on rattrapait le temps perdu, tout en s'amusant. Ça a duré un moment puis il m'a dit qu'il devait partir. Je lui ai demandé de rester encore un peu, parce qu'il me manquait et que je voulais continuer à parler avec lui. Il m'a répondu « Je suis désolé, je ne peux pas, il faut que j'y aille maintenant. On se verra plus tard. » Puis il est parti. À ce moment-là, mon téléphone a sonné et ça m'a réveillé. C'était ma mère. J'ai répondu et elle m'a demandé si j'avais entendu ce qui s'était passé. Je lui ai demandé de quoi elle parlait et elle m'a expliqué que mon ami était mort la nuit précédente. J'étais sous le choc. Apparemment, elle avait appris la nouvelle par sa mère ce matin-là et la première chose qu'elle a faite, c'était de m'appeler. Il avait fait une overdose chez ses parents, à 5 minutes de là où j'habitais, et c'était probablement arrivé pendant que j'étais endormi. Je me dis que c'était sa façon de venir me dire au revoir et de me donner un peu de paix, puisque nous ne nous étions plus parlé depuis notre éloignement. C'est plutôt léger comme histoire, mais elle m'a quand même laissé une drôle d'impression. J'ai grandi dans cette ville et je savais que l'endroit où j'ai construit ma maison était autrefois une ferme avec du bétail. Aujourd'hui, c'est un lotissement tout neuf. Je venais d'emménager depuis une semaine ou deux. Une nuit, je me suis levé pour aller aux toilettes. À ce moment-là, il n'y avait aucune clôture. Les terrains autour du mien étaient vides, pas encore bâtis. En dehors des routes et de quelques lampadaires, c'était encore un grand champ. Pendant que je faisais ce que j'avais à faire, je regardais par la fenêtre. La lune éclairait l'herbe, et j'ai vu une grande ombre se déplacer, comme quelque chose qui traversait lentement le terrain. Au même moment, le bruit d'une cloche de vache a retenti, clair et fort, comme si quelqu'un la faisait tinter juste à côté de mon oreille. Puis, dans le silence de la nuit, un meuglement est sorti de nulle part. Un long appel sourd, venu de très loin. Je suis resté figé. Je savais qu'il n'y avait plus de bétail ici depuis des années. Pas de ferme, pas de troupeau, rien d'autre que de la terre prête à accueillir des maisons. Pourtant j'avais entendu une vache comme si elle se trouvait dans mon jardin. J'ai la sensation qu'un fantôme de vache rôde autour de chez moi. Une sorte d'esprit qui n'a pas compris que la ferme n'existe plus. La nuit, parfois, j'ai l'impression que quelque chose marche lentement sur le terrain, comme des sabots sur la terre sèche. Parfois j'entends un tintement qui ressemble à la cloche perdue de mon souvenir. J'étais chez ma grand-mère et il y avait ce tapis près de la cheminée. Mon père était debout à côté et il commença à le pousser du pied pour essayer de le remettre droit. Sans réfléchir, comme si la phrase sortait toute seule, j'ai dit « Pourquoi tu passes ton temps à donner des coups de pied dans les tapis ?» Mon père s'est arrêté et tout le monde m'a regardé comme si je venais de dire quelque chose de complètement incompréhensible. Le problème, c'est que j'avais une mémoire très nette d'un moment presque identique qui, pour moi, venait d'avoir lieu récemment. Pas il y a des mois ou des années, mais presque quelques heures avant. Je voyais encore le tapis qu'il était en train de redresser dans ce souvenir, un tapis bleu avec des carrés blancs et des cercles. Je pouvais même imaginer la pièce, l'angle de la lumière, la manière dont il s'était penché. C'était aussi clair qu'un vrai souvenir. Mais impossible de dire quand cela s'était produit. Impossible de me souvenir de l'endroit. J'en ai même parlé à ma mère, mais elle n'avait aucune idée de ce que je racontais. Elle n'avait jamais vu ce tapis, elle ne se rappelait pas que mon père avait déjà fait ce geste. Alors quelque chose me faisait face. Soit il y avait eu un moment que seule ma mémoire avait gardé, de manière étrangement précise, soit mon cerveau avait créé un souvenir entier à partir de rien. Et cette idée m'a glacé. Non pas parce que le souvenir était effrayant, mais parce que je ne pouvais plus faire confiance à ce que j'étais certain d'avoir vécu. Ce qui rendait tout plus troublant, c'est l'assurance que j'avais ressentie au moment où j'ai parlé. C'était si naturel, si évident que j'étais persuadé que cela venait de se produire récemment. Comme un déjà-vu, mais plus fort, plus ancré. Ce n'était pas une impression. C'était un souvenir complet avec ses images, sa logique et sa certitude. Chaque fois que je pense au film Un jour sans fin,
c'est comme si l'univers se réveillait. Je n'ai même pas besoin d'en parler. Il suffit qu'une scène me traverse la tête, que je revois Bill Murray tourner en rond à Punxsutawney, et soudain le film apparaît partout autour de moi. Quelqu'un en parle en pleine conversation, un collègue glisse une citation sans raison, la télévision le diffuse en arrière-plan, la radio évoque le jour de la marmotte, même les réseaux sociaux s'y mettent. On dirait que le monde entier se synchronise pour me rappeler ce film. Impossible de l'éviter. Au début, je trouvais ça amusant. Une coïncidence étrange, une sorte de petit jeu du cerveau. Puis c'est devenu trop fréquent. Un soir, j'étais dans un café et le serveur a posé l'addition avec un sourire. La musique s'est arrêtée et une nouvelle chanson a démarré, une reprise d'un titre du film. Personne ne semblait le remarquer sauf moi. Un autre jour, j'ai pris le bus et les écrans publicitaires affichaient une promotion pour la chaîne qui passait justement Un jour sans fin à la télévision. Les gens derrière moi discutaient du film sans s'adresser à moi. J'avais l'impression d'être observé. Comme si quelque chose me répondait chaque fois que l'idée traversait mon esprit. Le plus troublant est arrivé récemment. Je pensais au film pendant que je marchais dans la rue et un passant m'a soudain regardé, comme s'il avait entendu mes pensées. Il a fixé mes yeux, a souri doucement et a murmuré 3 mots, « On se retrouve demain ». Puis il a continué son chemin. Je ne l'avais jamais vu. Il ne m'a jamais regardé en arrière. Quand mon chien était plus jeune, il détruisait tout. Il n'avait donc qu'un seul jouet à la fois et j'en rachetais un autre seulement quand il était irréparable. Je fais aussi attention à choisir des jouets très reconnaissables, comme ça, quand il en perd un voisin peut le reconnaître et nous le rapporter. Cette fois-ci, c'était un jouet en forme de phare. Mon père a emmené le chien en randonnée. J'ai mis le chien dans la voiture, j'ai jeté son jouet avec lui, et ils sont partis. Quand ils sont revenus, ma sœur, ma mère et moi avons joué avec le chien. Nous lui avons fait chercher son jouet, on se le lançait, tout l'après-midi. Un jour plus tard, mon père est venu me donner son jouet. Il a dit qu'il venait de le retrouver sous le siège de la voiture, où il avait dû tomber. J'ai vérifié et il n'y avait aucun jouet chez nous. J'ai aussi demandé à ma mère et à ma sœur si elles en avaient racheté un. Elles ne l'avaient pas fait. Il n'y a aucun moyen que le jouet soit retourné dans la voiture, puisque mon père est le seul à l'utiliser. Je ne sais toujours pas ce avec quoi nous avons joué ce jour-là. Quand j'étais petit, vers 6 ou 7 ans, ma famille a adopté un petit hamster. Je me souviens très bien du premier jour. Je jouais avec lui dans le salon, je le laissais courir entre mes mains, j'étais heureux et excité d'avoir enfin mon propre animal. Le soir venu, je suis monté dans ma chambre, je me suis couché et je me suis endormi sans penser à autre chose que lui. Le lendemain matin, je suis descendu dans la cuisine pour le revoir. J'avais encore cette joie d'enfant qui se réveille en sachant qu'il a un nouvel ami. Je suis allé vers la cage, prêt à le regarder courir dans sa roue ou se cacher dans la sciure. Mais il ne bougeait plus. Il était mort. J'ai senti mon cœur se serrer. Je n'avais pas encore compris que les animaux pouvaient partir si vite. Ce qui m'a troublé, c'est que mes parents m'ont expliqué que nous avions eu ce hamster pendant presque 1 an avant qu'il ne meure. Pour eux, c'était une histoire simple et triste. Pour moi, c'était impossible. Je me souvenais seulement du premier jour. Jouer avec lui, aller dormir, me réveiller et le trouver sans vie. Comme si toute une année s'était effacée d'un seul bloc. Il n'y avait aucun souvenir entre ces 2 moments. Aucune image. Aucun événement. Je n'arrivais pas à accepter que j'avais vécu 12 mois avec lui sans en garder la moindre trace. C'était comme si je m'étais couché le premier jour et que j'avais fait un bond dans le futur. Bien plus tard, j'ai demandé à mes parents si je n'avais pas rêvé sa mort ce matin-là, s'il n'y avait pas eu une confusion, mais ils ont confirmé chaque détail. Ils se souvenaient de la cage qu'ils avaient nettoyée encore et encore, des fois où je le nourrissais, des moments où je jouais avec lui. Pourtant rien de tout cela n'existe dans ma mémoire. Vous savez ces cartes d'anniversaire qui jouent la chanson quand on les ouvre.
J'en avais une qui traînait au fond d'un placard de la cuisine depuis 10 ans. Elle était complètement oubliée, coincée derrière de vieux livres de recettes et des boîtes vides. Cette nuit-là, la maison dormait. Il n'y avait aucune lumière, aucun bruit, juste le silence complet. Au milieu de la nuit, la carte s'est mise à jouer toute seule. Le son était faible, la batterie presque morte, et la mélodie sortait déformée, lente et complètement fausse. Chaque note ressemblait plus à un gémissement mécanique qu'à une musique. C'était pire que si quelqu'un avait soufflé dans un instrument cassé. Tout le monde s'est réveillé en sursaut. On aurait dit qu'une présence invisible venait de se glisser dans la cuisine pour annoncer quelque chose. On a dû allumer toutes les lumières, mais la carte continuait de produire ce son étrange, comme si elle respirait encore malgré les années. On l'a retrouvée posée là, intacte. Personne ne l'avait touchée, personne ne savait qu'elle existait encore. C'était la veille de l'anniversaire de ma fille. Une carte oubliée depuis une décennie qui se réveille juste avant sa fête, dans une maison noire, au beau milieu de la nuit. C'était en première année à l'université. Nous étions 3, moi, l'ami A et l'ami B. Une nuit de notre semestre d'automne, chacun dans sa chambre, seul, nous avons tous fait une crise de panique, nous nous sommes endormis à la même heure, nous avons fait le même rêve et nous nous sommes réveillés exactement au même moment le lendemain. Je ne plaisante pas. Les raisons de nos crises de panique étaient différentes. L'un avait vu son stress post-traumatique se déclencher, moi je gérais des problèmes de santé chronique et l'autre était stressé par ses devoirs. Le rêve mettait en scène 2 personnes qui marchaient la nuit en ville et qui étaient sauvées d'un sniper. Ensuite, la scène passait à un détournement d'avion au-dessus de l'Amazonie, et les passagers étaient forcés de sauter. Ensuite, la scène changeait encore et nous étions dans une maison perdue dans la forêt amazonienne, avec un plan intérieur extrêmement détaillé dont je me souviens encore. La maison appartenait aux descendants du couple qui avait été sauvé. Chacun de nous jouait un rôle différent dans le rêve. L'ami B était le sniper sur le toit, celui qui ratait sa cible et qui mourait pendant le détournement. L'ami A n'était pas là au moment de la tentative d'assassinat mais en entendait parler, puis mourait après avoir sauté de l'avion. Moi, j'avais sauvé le couple et, au lieu de mourir, j'avais atteint le sol sain et sauf avant d'entrer dans la maison. Certains détails changeaient selon les rêves, comme le nombre de sièges dans l'avion ou la couleur des rideaux dans la maison, mais c'était incroyablement troublant. Quand j'ai commencé à raconter mon rêve à l'heure du déjeuner, l'ami A m'a interrompu pour dire qu'il avait fait le même rêve. Je lui ai demandé d'écrire tout ce dont il se souvenait. Quand l'ami B a dit au dîner qu'il avait fait le même rêve, on lui a demandé d'écrire ses souvenirs aussi. Aucun des deux n'avait entendu la fin de mon récit. Je voulais qu'ils décrivent ce qui s'était passé dans leur version avant de leur dire la suite. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment 3 personnes, avec des emplois du temps différents, des habitudes de sommeil différentes et des centres d'intérêt différents, ont pu se synchroniser à ce point et vivre exactement la même chose. Une fois, avec un ami, nous avons trouvé un vieux jouet dans ma chambre, là où je rangeais des objets oubliés. Ce n'était pas vraiment un Furby, plutôt une imitation ratée. Il parlait parfois, il répondait à la voix, mais il disait des phrases étranges et jamais très drôles. Nous ne l'aimions pas particulièrement, mais ce jour-là, nous voulions nous amuser à nous faire peur. Nous avons décidé de faire un jeu Charlie Charlie. Nous avons posé 2 crayons en équilibre et tracé le cercle avec les mots oui et non. Mon ami riait, moi aussi, mais un malaise planait quand même. Nous avons posé la question classique. Charlie Charlie, es-tu là? Les crayons n'ont pas bougé d'1 millimètre. Rien ne se passait. Nous étions déçus, un peu ridicules. Puis le faux Furby s'est mis à s'activer. Au début, c'était un son faible, comme une respiration mécanique. Ensuite, il a commencé à faire des bruits saccadés, incapable de former des mots. Sa voix se coupait, revenait, accélérant comme si quelque chose parlait à travers lui. Les yeux lumineux se sont mis à clignoter sans rythme. On s'est regardé avec mon ami, sans savoir quoi faire. Le jouet s'est mis à produire un son grave, presque un grognement électronique.
Nous avons hurlé et nous sommes enfuis de la chambre en larmes. Nous avons couru jusqu'à mon père, affolé et incapable d'expliquer ce que nous avions entendu. Il est monté, a pris le jouet et a dit que c'était seulement les piles qui se vidaient. Sauf qu'il n'y avait pas de piles. Quand il a ouvert le compartiment, il n'a rien trouvé. Le jouet fonctionnait sans aucune source d'énergie. Mon père a cessé de sourire. Il n'a rien dit de plus et il a rangé l'objet dans un sac, puis dans un placard dont nous n'avions pas la clé. J'ai des AirPods que j'utilise très souvent. Un jour, alors que je sortais de chez moi, j'étais en train de les mettre quand l'un d'eux m'a échappé des doigts. Je l'ai vu tomber, rebondir une seule fois, très clairement. Je voyais l'endroit exact où il avait heurté le sol, mais une seconde après, il avait disparu. J'ai fouillé partout. J'ai littéralement retourné 2 pièces entières. Sous les meubles, derrière les meubles, dans les plis des tissus, dans les coins impossibles, même à des endroits où il n'aurait jamais pu arriver logiquement. Rien. Pas une trace. C'était comme si le sol s'était ouvert et l'avait avalé. Au début, j'étais persuadé que je finirais par le retrouver, parce qu'un objet aussi petit ne peut pas disparaître. Il devrait être quelque part, bloqué, coincé, caché sous une ombre. Mais non. Les minutes sont devenues des heures, j'ai fini par renoncer. J'ai commandé un nouvel AirPod, un peu vexé, un peu incrédule. Ce qui est encore plus bizarre, c'est que même maintenant, des semaines plus tard, je jette encore un coup d'œil dans cette zone, comme si l'ancien allait ressortir de nulle part. La pièce a été nettoyée, déplacée, aspirée, vidée, et pourtant l'AirPod n'a jamais réapparu. Aucun bruit de plastique tombant, aucun signe qu'il avait roulé ailleurs. Simplement rien. On dirait que cet AirPod a glissé dans l'endroit où disparaissent toutes les chaussettes perdues, ce mystérieux coin de l'univers qui avale des objets sans jamais les rendre. Une sorte de petite faille dans la réalité, ouverte juste assez longtemps pour voler quelque chose et se refermer aussitôt. Quand j'étais adolescente, j'avais un attachement émotionnel très étrange envers un artiste musical. Ce n'était pas un crush ni une attirance, c'était plutôt comme s'il représentait une sorte de figure paternelle ou même un thérapeute imaginaire. Il m'apaisait, il me donnait l'impression que quelqu'un me comprenait réellement, même si je ne l'avais jamais rencontré. Une nuit, j'ai rêvé qu'il mourait. Ce rêve était tellement réel que j'ai ouvert les yeux environ 5 minutes avant la sonnerie de mon réveil, le cœur serré, encore bouleversé par l'image de sa disparition. En observant le plafond, je me suis dit que ce n'était qu'un rêve et j'ai ressenti un immense soulagement. Je me souviens même avoir souri nerveusement comme si mon cerveau avait voulu me tester. Puis le réveil a sonné. La première chose que j'ai entendue à la radio a été l'annonce de sa mort. Pendant quelques secondes je suis resté immobile, comme si le monde s'était figé autour de moi. C'était comme si mon rêve avait été un avertissement, une prémonition ou un étrange lien invisible. Une nuit, quand j'étais adolescente, je me suis levé pour aller aux toilettes. La maison était plongée dans le silence, illuminée seulement par la lumière faible venant de la salle de bain. En passant devant les escaliers, j'ai jeté un coup d'œil vers le rez-de-chaussée et j'ai vu mon frère, qui avait 14 ans à l'époque, traverser le couloir. Il passait d'une pièce à une autre comme si c'était la chose la plus normale du monde. J'ai reconnu sa silhouette sans la moindre hésitation. Ses cheveux un peu longs, sa façon de marcher, même la forme de son jean large, typique du milieu des années 2000. Ça m'a paru étrange de le voir déambuler dans le noir, à cette heure-là, surtout en vêtements de jour. D'habitude il dormait profondément et il n'aimait pas descendre la nuit. Mais je n'ai pas insisté et j'ai continué mon chemin vers la salle de bain. Le lendemain matin, à table, j'ai mentionné ce que j'avais vu. Je lui ai demandé ce qu'il faisait en bas au milieu de la nuit. Il a levé les yeux vers moi, visiblement surpris, et il a répondu qu'il n'était jamais descendu. Il dormait toute la nuit. Il n'a jamais somnambulé et mes parents m'ont confirmé qu'ils ne l'avaient pas entendu bouger. Plus je repensais à cette scène, plus les détails devenaient perturbants.
La maison était complètement silencieuse, je n'avais pas entendu de pas, seulement vu sa silhouette glisser d'une pièce à l'autre. Et si ce n'était pas lui, alors quoi ou qui avait la même démarche que mon frère? La pensée me donnait des frissons, parce que j'étais sûr de ce que j'avais vu. L'hiver dernier, il m'est arrivé quelque chose que je n'arrive toujours pas à expliquer. Dans le pays où je vis, la nuit tombe très tôt en hiver et les rues se vident presque complètement dès l'après-midi. Ce soir-là, j'étais resté un peu plus longtemps au bureau et, en rentrant, j'avais l'impression de traverser une ville abandonnée, figée dans le froid. Tout était silencieux, les lumières des immeubles formaient des halos flous dans la brume glacée, et l'air semblait étrangement immobile, comme s'il retenait sa respiration. Quand j'ai tourné au coin de ma rue, j'ai aperçu une silhouette devant l'entrée de mon immeuble. Au début, je n'y ai pas prêté attention, pensant à un voisin qui fumait ou attendait quelqu'un, mais plus j'avançais, plus quelque chose m'inquiétait. L'homme restait immobile, sans geste, sans le moindre signe de vie, comme une statue positionnée devant la porte. En approchant, j'ai senti une sorte de tension dans l'air, un décalage subtil, comme si mon cerveau enregistrait un détail impossible à définir. Ce n'est qu'en distinguant son visage que j'ai compris ce qui me troublait. Cet homme me ressemblait. Pas simplement une ressemblance lointaine, mais une version de moi, plus âgée d'une vingtaine d'années, avec les mêmes traits, les mêmes cicatrices, la même posture, mais marquée par le temps. Il ne bougeait pas et semblait ne pas m'apercevoir, comme s'il était au mauvais endroit, ou peut-être dans le mauvais monde. Je suis resté figé quelques secondes, incapable de trouver une explication logique. Il n'y avait personne autour, pas de bruit, pas de mouvement. Tout donnait l'impression que la scène était coupée du reste du monde. Lorsque j'ai enfin repris mes esprits, je me suis approché encore, sans parler, simplement parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. L'air semblait vibrer légèrement autour de lui, comme une image en train de se déformer, et j'ai ressenti une intuition étrange, quelque chose n'allait pas dans la réalité elle-même. J'ai fini par tendre la main pour le toucher, peut-être pour être sûr qu'il était réel, ou pour me convaincre que je ne rêvais pas. Le contact n'a pas eu lieu. Au moment où ma main l'a frôlé, il a disparu instantanément, comme une image qui se désintègre. Pas de pas, pas de fuite, pas même un son. Un simple effacement, brut, silencieux, irréel. L'air qui vibrait s'est brusquement stabilisé et la rue a repris son aspect normal, comme si rien ne s'était produit. Pendant plusieurs jours, j'ai cherché une explication rationnelle, mais aucune ne tenait. Avec le temps, j'ai fini par accepter une idée qui ne devrait pourtant pas exister, la réalité avait glitché. Pendant une fraction de seconde, mon monde et un autre s'étaient superposés. L'homme que j'avais vu, c'était moi, dans 20 ans, mais dans une version différente de notre univers, comme si deux réalités parallèles s'étaient effondrées l'une dans l'autre. Peut-être que cette fusion était accidentelle, peut-être qu'elle avait un sens, ou peut-être qu'elle annonçait un changement que je ne comprends pas encore. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.